Dr Laurent Abramowitz, la proctologie est souvent considérée comme un parent pauvre de notre discipline, mais pendant ces journées francophones, nouvelle édition, de très nombreuses communications importantes vont être présentées. On a identifié quelques thèmes importants, et en particulier celui du cancer de l'anus, puisqu'on a des précisions épidémiologiques, des données concernant la prévention, le dépistage, et aussi la prise en charge possible. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Alors effectivement, le cancer de l'anus est en forte augmentation dans une population particulière qui est le patient VIH, et à l'intérieur de cette population, les patients homosexuels. Donc il y a tout un travail de dépistage qui est mis en place, avec le rapport Yeni 2008 puis 2010, qui stipule qu'il faut réaliser un dépistage systématique chez les patients VIH qui ont des rapports anaux, qui ont un antécédent de lésions HPV, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Donc les outils, pour l'instant, de façon un peu pragmatique, proposés sont l'anuscopie, le fait de faire un examen proctologique complet, puisqu'on sait qu'un examen proctologique va dépister 23% du condylome chez eux, et en tout 44% de lésions anales. Ce qui est très intéressant dans ces francophones, c'est que plusieurs publications, trois communications orales, cherchent, essaient de trouver de nouveaux outils pour améliorer ce dépistage. Avant de reprendre ces nouveaux outils en détail, est-ce que vous pourriez nous rappeler les conclusions principales de ces rapports qui sont connus de la communauté proctologique, mais qui n'ont, je pense, pas encore assez diffusé au-delà? Alors c'est vrai que ce rapport doit être bien connu chez les proctologues, mais aussi chez tous les gastro-entérologues, puisque tous ces gastro-entérologues de France et Navarre savent faire l'anuscopie. Or, c'est l'anuscopie standard qui est l'arme de dépistage actuellement recommandée par le rapport Yeni pour tous les patients VIH homosexuels et pour tous les patients VIH qui ont un antécédent de lésion HPV. Ça veut dire des condylomes et ou des dysplasies au niveau de l'anus pour les hommes et le pénis, et au niveau utérin, et surtout au niveau du col utérin et des organes génitaux externes chez la femme. Alors, au niveau des nouveaux outils, enfin les nouveaux outils, souvent ce sont des outils qu'on connaît déjà depuis quelques années, mais la nouvelle utilisation de ces outils, est-ce que vous pourriez préciser un petit peu, notamment les apports des techniques diagnostiques, soit morphologiques, soit biologiques? Alors l'équipe de Diaconesse nous rapporte ici la faisabilité de l'apprentissage de l'anuscopie haute résolution. En fait, ce n'est que la colposcopie que l'on fait depuis des années au niveau des femmes, appliquée au niveau de l'anus. Donc c'est une loupe binoculaire, on met des produits acide acétique puis du gol, et on regarde avec cette loupe grossissante si on ne peut pas trouver un peu plus de lésions à côté duquel, en anuscopie standard, on passerait. Et donc, l'une des critiques qui est faite à cette anuscopie haute résolution, c'est sa difficulté d'apprentissage. C'est compliqué. Je confirme que c'est compliqué. Mais ce que nous montre les Diaconesse, c'est qu'avec un petit peu de temps, on arrive à former des jeunes internes, puisque les internes arrivent à une reproductibilité avec les seniors qui devient intéressante. Donc en fait, on aurait notre colposcopie à nous. Voilà. Et pour rester très pragmatique, est-ce qu'une prise en charge, parce que j'imagine que c'est du temps, ce sont des appareils, donc c'est des investissements, on imagine une cotation à terme de ce geste? Alors voilà, c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas de cotation pour l'instant. On n'a pas le droit de coter par assimilation, vous le savez. Plusieurs centres le cotent comme une colposcopie, puisque c'est exactement le même travail. Ça fait partie des travaux qu'il va falloir mener, c'est obtenir une cotation, effectivement. Donc là, pour l'instant, c'est une colposcopie par erreur de site. Oui. D'accord. La biologie moléculaire, alors, on en est où? Alors, tout d'abord, la cytologie. Vous savez que les anglo-saxons recommandent chez ces patients homosexuels VIH une cytologie systématique, puis, lorsque c'est positif, une anuscopie haute résolution, on y revient, et une destruction si on trouve des lésions. Bon, je vous ai expliqué que nous, de façon pragmatique, on recommande une anuscopie standard. Et ce que montre l'équipe de Laurent Sipodis à Rennes, c'est que la cytologie est faisable en France et qu'elle révèle des lésions lorsque l'anuscopie standard est négative. Puisque sur une centaine de patients VIH, eh bien, ils avaient 33 dysplasies de bas grade et 7 dysplasies de haut grade. La question qui se pose dans la pratique, ça sera d'autres travaux qui devront être menés, c'est quel est l'intérêt, est-ce qu'il y a un intérêt à dépister des lésions invisibles, alors qu'actuellement, l'intérêt de l'anuscopie standard, c'est de dépister des lésions visibles, on les voit, on les traite.
D'accord, donc là on a encore un peu de travail, de suivi, de prospective pour convaincre de l'intérêt réel. Je pense qu'il y aura un intérêt à la cytologie. On ne sait pas à quel niveau on va la mettre et par qui elle devra être faite. Est-ce que c'est par le proctologue qui de toute façon l'anuscopie sous la main, ou est-ce que c'est l'infectiologue par exemple, ou l'infirmière de consultation infectieuse qui devra le faire? D'accord, donc ça c'est des avancées extrêmement importantes pour cette cohorte de patients. Est-ce qu'au-delà de cette cohorte de patients HIV, on va dire dans les patients qui ont des rapports anaux ou qui ont une immunité déficiente moindre, ceux qui ont des condylomes en clair, est-ce que cette technologie va s'appliquer? On en est où? Est-ce qu'il y a des recherches dans ce sens? Alors c'est vrai que là il y a un hiatus, hein. Il n'y a aucun travaux. On sait que les patients qui sont immunodéprimés, par exemple après une transplantation, quelle qu'elle soit, a des risques pratiquement identiques que l'immunodéprimé avec le VIH. On a tous en consultation ces patients que l'on suit régulièrement et qui d'ailleurs sont difficiles à traiter parce qu'ils sont multirécidives. Mais il n'y a pas d'études, il y a très peu de travaux dans ces sous-populations, mais aussi parce que le nombre de patients est beaucoup moins important. Donc c'est moins facile de tirer des grandes séries. D'accord, parce qu'on a maintenant des données très importantes et très intéressantes au niveau ORL qui montrent la place des papillomavirus qui semblent se confirmer de façon non négligeable pour l'épidémiologique. Donc on peut imaginer des choses proches de l'évolution des pratiques sexuelles dans la société actuelle. Est-ce que le typage des papillomavirus, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins méchants, est important dans ce cadre? Alors ça, c'est sûrement une autre voie pour affiner les populations qui sera ultra haut risque. Vous savez qu'il y a les génotypes de bas grade, HPV, et de haut grade. Et ce sont les hauts grades qui sont associés au cancer. On avait publié une étude qui montrait qu'il n'y avait quasiment pas de cancer de l'anus sans HPV oncogène. Donc c'est bien le problème de l'HPV oncogène. Et ce que montre, encore une fois, l'équipe de Rennes, de Laurent Sipodis, c'est que cet HPV, lorsqu'il est recherché au niveau de l'anus, toujours dans leur cohorte de 100 patients VIH, eh bien, il va être retrouvé dans pratiquement tous les patients, c'était 100% en fait, chez les patients qui avaient une dysplasie de haut grade. Un message qui est important, c'est que la moitié de ces dysplasies de haut grade était en fait liée à l'HPV 16, donc qui lui est prévenu, en théorie, par le vaccin actuellement disponible. Donc ça renforce l'intérêt du vaccin. Mais à contrario, il montrait également que la moitié de ces patients avaient un HPV qui n'était pas prévenu par le vaccin. Donc non 16, non 18. D'un côté, on est très content, de l'autre côté, ça veut dire qu'il va falloir développer après sûrement d'autres vaccins si on veut prévenir le cancer. Ce qui est également intéressant, c'est que cette étude montre que bon nombre d'astuces, je ne sais pas si vous savez, quand on fait un frottis en fait. Un frottis chez la femme. Chez la femme, au niveau du col utérin, on a soit les dysplasies de bas grade, soit les dysplasies de haut grade, et il y a des fois, la NAPAD ne s'est pas classée, et donc il le classe astuce. La question c'est est-ce qu'on va mettre cette patiente dans la catégorie à haut risque et on va la suivre comme telle, ou est-ce qu'on la garde dans la dysplasie de bas grade, et on sait que les dysplasies de bas grade régressent par exemple dans 80% des cas, donc on semble qu'on fait que suivre de façon assez large. Eh bien, bon nombre d'astuces avaient un HPV oncogène. Ça veut dire que du coup, comme au niveau du col, on pourrait imaginer qu'au niveau de l'anus, les patients qui ont un frottis ascus au niveau de l'anus, si on fait en plus le test HPV et qu'on trouve un HPV oncogène, eh bien on fait passer le patient, homme ou femme, cette fois-ci au niveau de l'anus, dans la catégorie haut grade et on va le suivre de façon intensive, comme tel. D'accord, donc dans ce secteur très particulier, mais important, d'importants progrès, nouvelle méthode de diagnostic morphologique, sensation de l'intérêt du vaccin qui doit donc être développé chez l'homme, au moins dans cette sous-population, et puis aussi, bien évidemment, ces ouvertures vers le typage moléculaire utile potentiellement. On va dire que c'est un peu spécialisé quand même. Est-ce qu'il y a, dans la pratique de tous les jours, y compris celle du généraliste, des retombées, on va dire, de ces évolutions de connaissances? On en est où chez le généraliste? Vous allez plutôt nous donner des datas là-dessus. Est-ce que vous pourriez nous les synthétiser? Effectivement, c'était une nébuleuse qui n'était pas très bien connue. On ne savait pas quelle était la part de la proctologie en médecine générale. Il soigne les rhumes, etc. Mais est-ce qu'il y a des problèmes procto? Est-ce que le généraliste en voit? Donc ce qu'on montre, c'est que sur une cohorte de 1079 patients, 39 médecins répartis sur toute la France, eh
eh bien, on montre que le motif spontané proctologique est dans 2% des cas. Dans 2% des cas, un patient vient voir un généraliste pour un problème d'anus. Ok, ça c'est facile, il lui dit, il le traite. Ce qu'on ne savait pas, c'est est-ce qu'il n'y a pas, on connaît le tabou qu'il y a au niveau de l'anus, pour les patients et souvent pour les médecins, on ne savait pas quelle était la part de la proctologie cachée. Le patient qui vient pour un problème de rhume, et en fait il n'ose pas dire qu'il a un problème d'anus. Eh bien, lorsque le médecin, pour cette étude, posait la question, ok, vous êtes venu pour un rhume, est-ce que vous n'auriez pas un problème d'anus? 14% de tous les patients venant voir le généraliste avaient un problème d'anus en fait. Donc il y avait 12% de pathologie cachée. D'où l'intérêt donc de retourner vers nos collègues généralistes pour leur imposer entre guillemets cette question supplémentaire finalement. Une simple petite question très rapide. Ce que je ne sais pas après, c'est est-ce que la connaissance des généralistes va être-elle suffisante actuellement pour pouvoir traiter les patients, et les questions qu'on a posées montrent qu'il y a un vrai effort d'enseignement. Donc il faut dire que ça existe, former les généralistes, et après que les généralistes prennent en charge les patients en première ligne. D'accord. Il y a une vraie voie d'application, de développement par l'enseignement des médecins importante. Et puis alors, l'autre parent pauvre, souvent, le parent pauvre du parent pauvre, c'est quand même l'incontinence, sur lequel je crois on a cette fois-ci pas mal fait de progrès. Alors ça, c'est l'équipe de Lyon, de Grenoble, et une étude multicentrique qui montre deux choses. Tout d'abord, un espoir confirmé. Vous savez qu'on est assez pauvre dans la prise en charge de l'incontinence anale, et il y a une nouvelle, pas si nouvelle parce que ça fait déjà une dizaine d'années qu'elle existe, mais une nouvelle technique qui est la neuromodulation des racines sacrées. Et on n'avait pas beaucoup d'études justement au long cours. Quel est le résultat? On sait qu'à court terme, en gros, 2/3 des patients répondent bien à la neuromodulation, mais on ne savait pas si ça se prolongeait dans le temps. Et donc cette équipe de Lyon qui travaille depuis longtemps sur la neuromodulation a analysé les résultats de ces patients 4 à 5 ans après. Garde un bon résultat. Donc c'est très encourageant. C'est très encourageant. Ça ne traite pas toutes les pathologies, toutes les incontinences anales, mais lorsque l'incontinence anale est sévère, parce qu'il n'est pas question de l'appliquer pour une petite incontinence avec des gaz qu'on n'arrive pas à tenir. Mais dès l'instant l'incontinence est sévère, donc la neuromodulation est indiquée, eh bien on peut dire aux patients que si ça marche au départ, il y a de grandes chances que ça se prolonge dans le temps, même s'il y a un petit pourcentage de perte. D'accord. À côté donc, de ces techniques d'implantation électrique qui sont quand même un peu sophistiquées, invasives, il y a des techniques plus anciennes, plus simples, le biofeedback. Est-ce qu'on a des nouveautés? Alors effectivement, le biofeedback est utilisé depuis longtemps dans le traitement de l'incontinence anale en première ligne, mais on ne savait pas le réel bénéfice en attente, parce que l'analyse de la littérature n'est pas si claire que ça. Et donc c'est l'équipe de Lyon qui a mené un très très gros travail national avec un PHRC, qui a comparé donc rééducation anale de type biofeedback, plus traitement médical, vous savez, donc régularisation des transits, versus traitement médical seul, parce que le biofeedback apporte quelque chose de plus. Et donc, il démontre pour la première fois qu'il y a un bénéfice significatif, avec un P à 0,02, 37% d'amélioration pour le traitement médical seul, versus 57% pour le traitement médical plus rééducation. Donc, on peut continuer à prescrire ça, et je pense qu'il faut le prescrire, traitement médical plus rééducation en première ligne. Il faut insister sur le fait que cette rééducation doit être réalisée par des kinés très spécialisés dans cette technique, qui sont vraiment formés pour ça. Mais ça, c'est une difficulté, parce qu'il y en a malheureusement pas beaucoup qui sont formés et qui ont cette habitude. Tout à fait. Merci beaucoup.